Bonsoir à toutes et à tous. Donc, comme je l'avais prévu et prévenu sur mon audio précédente, je vais essayer de débroussailler un petit peu les confusions théoriques et analytiques qu'il peut y avoir dans cet audio, qui en l'occurrence définit le thème de l'école de Francfort, une aventure philosophique. Alors, c'est vrai que parler de marxisme dans l'école de Francfort, quelque chose je dirais, de spécial. Alors, la thématique relative au marxisme de l'école de Francfort, qu'on pourrait qualifier comme idéologie terminée sous le nom de freudo-marxisme, doit effectivement causer une certaine étrangeté. On dirait d'un côté parce que ce n'est pas évident que les auteurs normalement réunis sous ce concept forment une véritable école, au sens, je dirais, au sens fort du mot, avec des prémices et des positions théoriques partagées de façon incontestée, voire même incontestable, ou je dirais plus ou moins consensuelle. De l'autre, également, parce que thématiser de manière générale la philosophie et la théorie sociale de ces auteurs semble contrarier justement de nombreux éléments de la théorie originaire de Marx. De sorte qu'il serait impossible de parler d'un marxisme, je dirais, classique. En effet, nous connaissons bien les préjugés qui basent au fond une telle sensation. Il suffit d'écouter une multitude d'individus de parler de Marx sans réellement savoir ce qu'il en est. Toujours selon ces préjugés, les auteurs de cette école sont considérés comme des réformistes ou révisionnistes. Moi, je vais garder l'appellation de réformisme. Ça serait peut-être, en cas d'espèce, ça serait plus le terme. Et quand je parle de réformisme, je parle de réformisme de la théorie marxienne, qu'il avait modifiée à la mesure de la rendre irreconnaissable dans ses présupposés et d'autre part la posture philosophique, les opinions esthétiques et l'apparente résignation de ces auteurs, normalement considérés comme élitistes ou fermés dans leur propre tour d'ivoire, semble, je dirais, également contrarier l'esprit révolutionnaire premier ou même propre au marxisme. Alors, sans vouloir rentrer, je dirais, ici dans une polémique, dans une forme de discussion outrageuse, posée de manière emphatique, par exemple par Georges Lukács dans son ouvrage classique Histoire et conscience de classe de 1922, sur la possible distinction entre le marxisme orthodoxe et le marxisme hétérodoxe. Je voudrais signaler préalablement l'esprit qui oriente, je dirais, cette construction, s'il est vrai, comme le croit par exemple Gerhard Bolt, que la théorie marxiste doit être comprise comme le modèle fondateur d'une nouvelle manière de concevoir la théorie sociale, manière basée essentiellement sur une dialectique précise entre le diagnostic du temps et ses possibilités d'émancipation. Alors s'il est vrai donc que la philosophie marxienne entretient et doit nécessairement entretenir une relation intime avec le temps présent, de sorte que le propre concept de vérité, selon cette théorie, possède une dimension radicalement temporelle. Donc il est clair que la théorie tout entière doit être comprise dans un modèle de la théorie critique susceptible et même dépendante de modifications structurelles.
Je dirais même qu'il est donc également clair que cette théorie doit être révisée et actualisée de manière permanente afin de maintenir son contenu de vérité et ses propres potentialités d'émancipation. Bref, cela signifie en tout cas que le marxisme en général et l'œuvre de Marx en particulier ne peuvent jamais devenir un classique de la pensée à être consulté de façon dogmatique et immeuble, ce qui ne signifiait sa neutralisation en tant que théorie révolutionnaire. Être fidèle à la pensée de Marx, cela veut dire justement la réadapter, la réviser à partir du temps présent et de ses possibilités, et non pas de la trahir. La nuance est de taille. Alors, en vous proposant par exemple une analyse sur le marxisme et de l'école de Francfort, bien que j'ai vraiment du mal, car tous les grands penseurs fidèles au marxisme classique se sont désolidarisés de l'école de Francfort. J'aimerais vous présenter justement ce que je considère le geste philosophique propre de ces auteurs à l'égard de Marx et à l'intérieur du marxisme occidental. Car effectivement, il y a non seulement différentes formes d'interprétation interprétative du marxisme, mais il y a aussi une conception du marxisme selon les régions du monde. Le marxisme occidental n'est pas le marxisme oriental. Donc, certes, même si j'ai pu le marteler ou l'expliquer sur des audios précédentes, il n'y a certainement pas de continuité linéaire, stricte, je dirais, à tracer à travers le presque un siècle d'existence et de développement théorique de l'école de Francfort. Par contre, on pourrait dire que le diagnostic du temps sous-jacent à de nombreux efforts théoriques des différents auteurs de l'école reste analogue. Même, je dirais même s'ils sont ou soient traversés par des interprétations diverses, ce diagnostic est largement associé à une théorie du capitalisme d'État, ce qu'on qualifie en allemand Staatkapitalismus, et je dirais ses conséquences pour la théorie marxienne. Maintenant, il faut savoir que les éléments principaux de cette théorie du capitalisme d'État, concernant surtout sa relation avec la praxis révolutionnaire, aussi bien que la nouvelle constellation théorique acquise par la pensée marxienne à son intérieur. Le XXe siècle a donné lieu à de nombreux événements historiques et sociaux qui semblaient décisifs pour des modifications structurelles de la version libérale du capitalisme telle qu'elle a été l'objet de la critique de l'économie politique marxienne. Ces événements sont bien connus à la conscience historique contemporaine. Alors il s'agit, je dirais principalement, de l'énorme développement scientifique et technique motivé surtout par les deux grandes guerres mondiales, la crise structurelle de 1929 et celles qui l'ont suivie. Sans oublier bien entendu les mesures économiques adoptées pour sa stabilisation, l'émergence des démocraties populaires d'un côté et des dictatures de droite militaires de l'autre, avec des idéologies mythiques, nationalistes, parfois racistes, collectivistes ou internationalistes. L'apparition des moyens de communication de masse et leur utilisation subséquente à la propagande totalitaire, la dégénération de la pensée marxienne à la condition d'une religion d'État. Bon, ça c'est pour ce que certains ont considéré. Après, tout dépend de l'angle dans lequel on se situe. Nous avons également l'apparition de grands monopoles de l'industrie et du commerce qui ont mis en question, je dirais, la propre théorie classique de l'autorégulation du marché. Bref, il s'agit des événements historiques qui semblaient avoir donné lieu à une nouvelle phase du capitalisme mondial, ou mondialisé, et ainsi à une nouvelle forme de vie. L'Institut pour la recherche sociale, fondé à Francfort par Félix Weil en 1923, avait comme objectif principal celui d'être un centre de recherche d'inspiration marxienne à l'origine.
consacré à l'analyse de cette nouvelle phase du capitalisme et à l'actualisation de la théorie de Marx et de la pensée dialectique à partir justement des événements majeurs du XXe siècle. Alors selon les termes de la pensée marxienne, alors je dirais ce à quoi le XXe siècle a assisté de manière continuée correspond d'un côté tout d'abord au développement massif des forces productives à travers le progrès scientifico-technique de la société, forces productives comprises comme domination de la nature par l'humanité, comme condition nécessaire de l'émancipation humaine, ou selon, je dirais, la terminologie que nous trouvons actuellement dans le troisième tome du Capital, la condition nécessaire pour l'établissement du règne de la liberté. Je cite Marx là-dessus, donc deux points, ouvrez les guillemets. Le règne de la liberté ne commence en vérité que si le travail déterminé par nécessité et par des finalités externes s'arrête. Celui-là se trouve alors, selon sa propre nature, au-delà de la production matérielle elle-même. Avec son développement, le règne de la nécessité naturelle devient plus large, puisque les besoins aussi, mais en même temps, les forces productives qui les satisfont se développent aussi. Dans ce domaine, la liberté peut signifier seulement que l'homme social, les producteurs associés, puissent régler rationnellement ce métabolisme avec la nature en soumettant sous son contrôle commun au lieu d'être dominé par lui comme une force aveugle. Mais cela reste toujours un règne de la nécessité. Au-delà de lui commence le développement des forces humaines qui constituent sa propre finalité, le vrai règne de la liberté qui ne peut s'épanouir qu'en ayant ce règne de la nécessité à sa base. Point. Fermez les guillemets. Alors, cette idée est très importante, pour l'explication bien entendu. Ce qu'on pourrait définir comme déjà tout d'abord le diagnostic du temps, selon lequel se base l'école de Francfort, tout entière bien entendu. Alors les conditions matérielles nécessaires pour l'établissement du règne de la liberté marxiens ont été remplies en large mesure par le développement des forces productives de la société à travers le XXe siècle. Autrement dit, si l'on comprend les objectifs de l'établissement de ce règne, la liberté de manière rigoureuse matérielle, telle que Adorno l'avait compris dans l'aphorisme de Minima Moralia, intitulé Sur l'eau, à savoir, le but de la société émancipée, c'est que personne ne doit plus mourir de faim. Donc on doit également comprendre qu'on dispose aujourd'hui des moyens matériaux suffisants pour la réaliser, c'est-à-dire pour établir au moins en théorie le règne de la liberté marxien. Par contre, cela constitue l'élément décisif pour l'école de Francfort, le passage de la praxis révolutionnaire qui pourrait établir ce règne de la liberté et qui finalement a échoué. Certes, la théorie marxienne du passage à la praxis révolutionnaire est tout à fait complexe, soyons clairs là-dessus, et parfois même, je dirais, à des moments ambiguë quand elle est mal maîtrisée, et elle peut même s'avérer contraire, ce qui est en cas d'espèce, puisque leur développement en matière de théorie, en tout point, et Kluskar l'a bien démontré là-dessus, a trahi l'idéologie première. Et si l'on suit au moins la version esquissée dans la contribution à la critique de l'économie politique de 1859, on peut bien constater un certain optimisme révolutionnaire marxien. Bien entendu, cet optimisme ne se réfère pas à une affirmation théologique et mécanique de l'autodisparition du capitalisme, mais bel et bien à la croyance à la possibilité objective d'une révolution prochaine qui pourrait établir en définitive ce règne de la liberté. Alors, il s'agit de la célèbre théorie de la contradiction fondamentale entre force productrice et rapport de production. Contradiction comprise bien entendu dialectiquement comme nécessaire et inévitable, je dirais, au propre développement historique des sociétés humaines, et aussi bien comme l'impulse décisif de la praxis révolutionnaire. À un certain stade de leur développement, les forces productives matérielles de la société entrent en contradiction avec les rapports de production existants. Ça, c'est un fait. Ou ce qui n'en est que l'expression juridique.
avec les rapports de propriété au sein desquels elle s'était muée jusqu'alors. Des formes de développement, des forces productives, ces rapports deviennent, je dirais, des entraves. Alors s'ouvre une époque de révolution sociale, des rapports de production bourgeois sont la dernière forme contradictoire du processus de production sociale, contradictoire, non pas dans le sens d'une contradiction individuelle, mais d'une contradiction qui naît des conditions d'existence sociale des individus. Cependant, je voudrais préciser que les forces productives qui se développent au sein de la société bourgeoise ou en devenir créent en même temps les conditions matérielles pour résoudre cette contradiction avec cette formation sociale. En définitive, s'achève donc la préhistoire de la société humaine. Et c'est en cela, effectivement, puisque je viens d'expliquer un petit peu les rapports de réflexion des consoeurs de l'école de Francfort, et c'est en cela que réside, à mon avis, je dirais, le centre de la problématique autour du marxisme de l'école de Francfort, aussi bien que l'élément, je dirais, fondamental pour la constitution du geste philosophique propre, je dirais, à ces auteurs. Alors, que le passage au règne de la liberté marxien n'ait pas eu lieu, ça c'est un fait. Seulement le développement des forces productives n'ait pas suffi pour son établissement, alors que les théories de la contradiction fondamentale comme principe régulateur de l'histoire humaine et comme l'impulse, je dirais, décisif pour la praxis révolutionnaire s'est montré comme fausse ou précipitée, et que même, de surcroît, je dirais, les révolutions prolétariennes qui ont essayé de réaliser le passage de la praxis avaient été fracassées par une sorte d'établissement figé. Cela doit constituer désormais le centre de la réflexion philosophique actuelle. Je dirais qu'on peut ainsi classifier, voire même dire, n'ayons pas peur de l'émettre, que cela caractérise l'entreprise philosophique de l'école de Francfort sur ce point bien précis. Je dirais principalement et de manière transparente à partir de la fin des années 40, comme on le voit dans la formulation frappante des premières phases de la dialectique négative d'Adorno, publiée en 1966. Je cite, de point ouvre les guillemets, Adorno, la philosophie qui parut jadis dépassée se maintient en vie parce que le moment de sa réalisation fut manqué. Le jugement sommaire selon lequel elle n'aurait fait qu'interpréter le monde et que par résignation devant la réalité, elle se serait aussi atrophiée en elle-même, se transforme en défaitisme de la raison après que la transformation du monde eut échoué. Peut-être l'interprétation était elle-même insuffisante, ce qui promettait le passage à la praxis, après que la philosophie eut manqué à la promesse de ne faire qu'un avec la réalité ou de se trouver sur le point de la produire. Elle est contraire ou contrainte de se critiquer elle-même sans ménagement. Alors, selon je dirais la fameuse formulation vor les Gouvernuns, ce qu'on appelle finalement Vorlesung über Negative Dialektik, les leçons de la dialectique négative que d'Adorno a proférées à Francfort pendant le semestre d'hiver de 65, je dirais qu'il faut réfléchir sur la question de savoir pourquoi cela, c'est-à-dire le passage à la praxis. Et finalement, ce passage n'a jamais été rendez-vous. Et pourquoi cela ne pouvait pas passer? Cette question théorique forme en large mesure, je dirais, le contenu d'une philosophie actuelle aujourd'hui. Alors certes, cette analyse reste encore très abstraite. Il faut préciser à présent que les éléments fondamentaux de cette problématique concernant surtout la théorie marxienne classique de la contradiction fondamentale entre force productive et rapport de production, et aussi concernant la théorie classique de la lutte des classes, aussi bien que les modifications essentielles qu'elles ont subies à l'intérieur du cadre théorique
développée par l'école de Francfort. Il faut savoir que le XXe siècle a clairement démontré que le passage à la praxis, compris à l'intérieur de la contradiction fondamentale entre forces productives et rapports de production, doit être révisé. Ce passage était lié dans la pensée marxienne à la théorie développée dans la critique de l'économie politique, comprise bien entendu en tant que critique de la science et de la version libérale du capitalisme, c'est-à-dire en tant qu'idéologie de l'échange équitable. Ce qu'on observe de manière continuée dans le XXe siècle correspond plutôt à une constante régulation du système capitaliste tout entière, dans son entièreté, par les mécanismes de domination de l'État. Marx avait sûrement théorisé et prévu l'énorme capacité d'autorégulation du capitalisme et de stabilisation de ces crises systémiques, même, je dirais, dans le cadre d'un possible capitalisme monopoliste. Par contre, ce qui apparemment contrarie cette théorie, c'est que ces mécanismes de régulation soient donnés par des structures d'État, alors que l'État intervienne directement pour la stabilisation de l'économie et la préservation du système, que le cadre institutionnel de la société soit repolitisé. Pour rendre cela plus concret, il suffit qu'on évoque, par exemple, ici brièvement, le propre statut négatif du politique dans les écrits du jeune Marx, surtout par exemple à la critique de la philosophie du droit de Hegel et dans la question juive. Cela constitue, je dirais, le noyau de la théorie du capitalisme d'État développée par l'école à partir des années 30, au lieu d'une contradiction fondamentale nécessaire et inévitable. Il s'agit de bien comprendre la dynamique propre au capitalisme, avancée en termes d'une obscure interpénétration des forces productives et des rapports de production. Dans un texte publié en 1968, dans lequel il s'agit d'une révision et d'un résumé des traits principaux de l'école de Francfort, jusqu'alors aussi bien que du développement d'un nouveau modèle critique, c'est Jürgen Habermas, rappelez-vous, Jürgen Habermas, qui a thématisé ce nouveau cadre social contemporain de la manière la plus limpide. Donc je cite, ouvrez les guillemets, la régulation permanente du processus économique, grâce à l'intervention de l'État, est issue d'une réaction de défense contre un certain nombre de dysfonctionnements dangereux pour le système, qui menaçaient le capitalisme abandonné à lui-même. La forme privée de la mise en valeur du capital ne pouvait plus être maintenue qu'en ayant recours au correctif étatique d'une politique économique et sociale visant à stabiliser les différents cycles. Le cadre institutionnel de la société s'est trouvé ainsi être repolitisé. Cela signifie en même temps que le rapport a changé entre le système économique et le système de domination politique. La politique n'est plus seulement un phénomène de superstructure. Si la société ne se maintient plus en autorégulation de façon autonome, et si c'était ce qu'il y avait de véritablement nouveau dans le mode de production capitaliste, en tant que sphère préexistant à l'État et le fondant, alors l'État et la société n'entretiennent plus l'un avec l'autre le type de relation que la théorie marxiste avait définie comme celle d'une base et d'une superstructure. Mais alors, et c'est ça le plus important, alors une théorie critique de la société ne peut plus prendre la seule et unique forme d'une critique de l'économie politique. Pour Marx, la critique de l'économie politique n'était une théorie de la société bourgeoise en tant que critique de l'idéologie, mais dès que l'idéologie de l'échange équitable s'écroule, on ne peut plus critiquer le système de domination en s'attaquant directement au rapport de production. Alors, il devient clair ici de quoi il s'agit, mais aussi après essayer de réinterpréter, ou d'expliquer, voire même de donner une analyse un peu plus claire. Donc, de quoi s'agit-il en fait quand on parle de théorie critique, à partir de cette nouvelle théorie du capitalisme contemporain? Les mécanismes étatiques interviennent si massivement dans la régulation économique du système que cela doit changer le propre statu quo politique, compris bien entendu au sens large.
Pour l'effort critique tout entier, à partir du XXe siècle, on ne peut plus parler ni d'une autorégulation économique et autonome du capitalisme, ni d'une contradiction fondamentale entre forces productives et rapports de production qui exprimeraient finalement au fond les propres contradictions sociales et rendraient possible, je dirais, une théorie dialectique de la lutte des classes. Autrement dit, les contradictions sociales sont elles-mêmes, je dirais, régulées par des mécanismes superstructuraux ou idéologiques, de sorte que la sphère de domination sociale et politique devienne beaucoup plus large et en même temps moins perceptible. Cela caractérise la dénomination d'Adorno et de Horkheimer et des sociétés bien entendu contemporaines. Il s'agit maintenant de comprendre le capitalisme avancé comme un monde administré où chaque moindre aspect de la vie sociale et politique font partie de la sphère de domination et interviennent directement ou indirectement pour la préservation du système. C'est là où, effectivement, dans l'école de Francfort, il y a un changement de cap. On commence à prendre en compte, à intégrer le mode de production capitaliste. Donc, quelque part, on quitte finalement un giron, qui est le giron fondamental du marxisme, pour s'intéresser à d'autres forces et d'autres éléments et d'autres secteurs économiques. Cela explique également la considérable expansion du champ de recherche de l'Institut, au-delà de la critique de l'économie politique. Il s'agit bien entendu, en ce cas d'espèce, d'analyser, de comprendre et de critiquer les différents, voire même les divers mécanismes superstructuraux qui forment cette sphère plus large de domination et qui, en même temps, fonctionnent comme des moyens de régulation, de conflits sociaux et empêchent essentiellement, je dirais, la prise de conscience, ce qui peut se traduire bien entendu par la formation politique, la mobilisation critique de l'individu. Les projets de critique de l'idéologie et de sociologie de l'Institut, par exemple, ce qu'on pourrait qualifier sur cette personnalité autoritaire, sur ce qu'on pourrait qualifier d'industrie culturelle, sur la semi-formation et sur l'éducation après Auschwitz. Tout cela, bien entendu, dans un ensemble, doit être compris comme la tentative de formulation d'une nouvelle anthropologie dialectique. De la forme de vie du capitalisme contemporain, cela correspond également à l'effort théorique de thématiser la question fondamentale à laquelle Adorno faisait référence concernant le contenu d'une philosophie actuelle aujourd'hui. Pourquoi le passage à la praxis n'est pas passé et pourquoi il ne pouvait pas passer. Autrement dit, ces mécanismes de régulation du système de fonctionnement en même temps comme des mécanismes d'intégration et d'assimilation sociale, ce qui finalement au fond doit changer de manière structurelle la propre théorie dialectique de la lutte des classes. C'est à ce moment-là que Adorno commence à reconsidérer, je dirais, son point d'appui. Et comme l'écrit Adorno, une théorie dialectique de la lutte des classes, développée à partir du concept de la contradiction fondamentale, ne fut plus possible. Parce que d'un côté, le prolétariat n'était pas encore si intégré à la société bourgeoise, et que de l'autre, de toute façon, la propre de la société bourgeoise n'avait pas encore développé ces énormes mécanismes de pouvoir psychique et psychologique, ce qui rend le concept d'une révolution aujourd'hui largement problématique. De manière résumée, on pourrait dire que justement ces mécanismes d'intégration commencent à intégrer les masses et à dissocier les classes en déstructurant leur conscience commune qui pourrait les organiser en tant que classe sociale négative selon le diagnostic établi bien entendu par l'école de Francfort. Vous voyez, c'est comme ça qu'on arrive finalement à élaborer une nouvelle théorie. Et cette théorie ne pouvait se faire que dans l'apport de la psychanalyse, car abandonnant effectivement la notion de prolétariat, la notion de rapport de classe, la notion, je dirais, des moyens collectifs de production, il fallait bien la remplacer par un autre concept. C'est en cela qu'effectivement la psychanalyse a été l'élément de bienvenue. Alors il s'agit aujourd'hui de comprendre la société plutôt comme une société de masse que comme une société de classe. Voilà comment nous arrivons au freudo-marxisme.
L'objectif final de l'intégration sociale serait celui de l'aplatir ou d'aplatir les masses en une seule forme de conscience et de nier ainsi la possibilité même de conscience révolutionnaire. Donc on écarte la conscience révolutionnaire, ce qui est évident, puisqu'elle crée défaut. C'est une des raisons pourquoi l'école de Francfort n'a jamais réussi à une praxis quelconque. Pour eux, la tâche urgente qui se présente serait donc plutôt celle de critiquer ces mécanismes d'intégration, aussi bien que chaque discours intégrateur totalisant. Bref, j'ai essayé d'expliquer succinctement les différentes évolutions qui sont toutes éparses, mais de cette école de Francfort. C'est ça le plus important. Conclusion que je vais pouvoir faire, c'est que finalement la conclusion à la thématique du marxisme de l'école de Francfort n'est qu'un élément, je dirais, testamentaire, dont différentes générations auraient modifié le testament, ne restant que finalement, ne laissant que le nom. Et donc la thématique du marxisme de l'école de Francfort doit nécessairement rester, je dirais, selon le concept ouvert. Mais si l'on n'accepte pas tous les développements théoriques esquissés, je dirais ici, en ce cas d'espèce, si l'on conteste la nature et l'étendue des mécanismes d'intégration sociale, critiqués par l'école de Francfort, et ainsi le concept d'une complète repolitisation, redéfinition, recontextualisation du cadre institutionnel de la société contemporaine. Je crois qu'un élément qu'on doit se demander tout d'abord, c'est le diagnostic du temps, qui est à la base et qui reste encore valable. S'il est vrai, donc chaque théorie dite critique aujourd'hui doit prendre en compte, et ce n'est pas seulement le développement des forces productives, ni la possible, je dirais, prognose des crises systémiques du capitalisme, ni une théorie dialectique de la lutte des classes qui, au demeurant, a été abandonnée, qu'elle a été, je dirais, un élément essentiel développé par le marxisme traditionnel, qui pourrait donner lieu au passage effectivement à la praxis, ou qui pourrait montrer, je dirais, l'instant révolutionnaire pour effectuer ce passage, et cela pourrait bien être considéré comme la contribution décisive des auteurs examinés brièvement ici dans l'histoire du marxisme, et qui ont, je dirais, bradé leur conscience marxiste pour une conscience libérale libertaire, faisant effectivement le jeu des ennemis identifiés par Marx en son temps. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, j'espère ne pas avoir été trop long et puis surtout avoir été bien compris sur cette fameuse école de Francfort, donc sa théorie globale, parce que sinon ça ferait l'objet d'une trentaine de chroniques. Voilà, merci de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine chronique.